Bonjour à vous, cette semaine en studio avec votre podcast préféré FI 3900 éthique et professionnalisme. Je reçois ici dans mon bureau en studio Monsieur Alex Drouin Provençal. Alex travaille en communication maintenant, donc communication scientifique, vulgarisation scientifique qui s'implique dans toutes sortes de projets. Donc pour vous, là, si vous dirigez vers ces voies ou si vous êtes intéressé par ces voies, je dirais alternatives, on reste toujours dans les sciences et génies, mais on passe plutôt du côté de la communication, de l'enseignement. Je dirais que ce portrait risque de vous intéresser. Alex Drouin Provençal, lorsqu'il a fait son bac en génie, sciences et génie, il était plutôt dans le bac en chimie. Bonne écoute. OK, donc aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir dans mon studio. Comment tu trouves ça? Super, la vue est magnifique. C'est magnifique. Donc, on a en studio Alex Drouin Provençal. C'est son nom. Je voyais Alex Provençal sur ton adresse, mais je pense Ouais, que les c'est deux, ça fonctionne. Alex Drouin Provençal qui était dans mon cours à l'automne 2015. Oh oui. Donc, il était en classe. J'ai vérifié à chaque lundi PM. J'ai même regardé tes trophées. Te rappelles-tu qu'on avait un système de trophées dans le cours? Oui, j'ai regardé les trophées, mais je ne me rappelle pas d'avoir gagné, par exemple. Eh oui. Tu as gagné 4 points bonus. Donc, il y avait présence en classe. Oui, ça oui. Donc, mon corps y était. Tu y étais patiemment. Participation en classe. Donc, main levée, mots de bras. J'avais remarqué tes interventions. Il y avait les mini-tests. Ça allait bien. Donc, 2 trophées de mini-tests. En gros, 4 points bonus. Puis ton TP2 n'était pas très bon. Non. Non, c'est pas vrai. Je l'ai pas relu le TP2, mais je me rappelle de toi en classe. Là. Ben, il y en avait plusieurs, même dans cette classe-là, des étudiants qui étaient participatifs. C'était des plus petites classes un peu à l'époque, Ouais, mais quand même. c'était intéressant. À l'époque, j'ai même regardé ta présentation sur les forums. Donc, il voulait, là, je l'ai en archive, OK? Il voulait, on va voir si ça fonctionne. Il voulait devenir professeur en chimie au collégial. Ça va, ça. Ça ressemble pas à ça? Ben, Pas mal à ça, en fait. il aimait les documentaires sur les magouilles financières et les services secrets. Ah, Puis là, oui. oui, ah oui, on est dans Total. Ah oui, encore. Puis il aimait le sport et surtout, et par-dessus tout, avais-tu mentionné, manger des Reese en écoutant du sport. Ça, c'était Les Reese, c'est merveilleux. OK. Bon, ben, est-ce que tu as changé depuis... C'est sûr, j'ai changé, mais ces réponses-là sont C'est encore valides. Oui. C'est encore pertinent? Oui, comme l'enseignement au collégial, en fait. Bon, qu'est-ce que tu fais maintenant? Oui, c'est ça. Je fais un peu ça. J'ai fait la formation pour être enseignant au collégial, donc le DESS en enseignement collégial. Ça, c'est le point culminant de mes études, mais au final, j'ai commencé par un bac en chimie. Donc, j'ai fait un bac en chimie générale. Ça m'a pris 2 ans parce que j'ai fait la technique de laboratoire en chimie analytique auparavant. OK. Après ça, en 2 ans, j'ai fait mon bac, DESS enseignement collégial. Donc, j'avais tout ce que je pouvais avoir dans mes poches pour partir être enseignant au collégial. OK. Mais j'aimais beaucoup la vulgarisation scientifique. Aller dans les écoles, parler aux enfants. Mais c'était là aussi à l'époque. Oui, en effet. C'était déjà là. Je travaillais pour l'organisme pour lequel je travaille en ce moment, en fait. Et ça se joue entre les deux. Et étant donné qu'aussi, au départ, l'enseignement collégial, donc c'est toujours des petits contrats, on doit vérifier et tout. Donc, je me suis lancé à fond dans la vulgarisation scientifique et c'est ce que je fais en ce moment. Pour Attraction chimique, en fait. Attraction chimique? Oui, Attraction chimique. C'est un organisme de vulgarisation scientifique chapeauté par l'Université Laval. Ah ouais? Précisément le département de chimie et 2 enseignants, professeurs, qui sont Dominique Larivière et Normand Voyer. C'est eux autres, donc, est-ce que c'est eux autres qui ont mis ça en place? Oui, en fait, c'est Normand Voyer, principalement, avec Michel Auger, qui ont mis ça en place en 2011 pour célébrer, c'était... je pense que c'était le 150. Il y avait un 150e. Il y avait un événement, une festivité quelconque. Et ils ont ouvert
le centre des sciences, pas le centre des sciences, mais l'Expo Sciences, l'Expo Cité. OK. Il y avait au-dessus de 300 000 personnes qui ont Voyons venu donc. visiter leur foire comme ça. Et ça a parti le projet comme ça. Ensuite, depuis 2011, on se promène dans les écoles, on voit jusqu'à 15 000 personnes par année. Ben voyons donc. Ouais. Puis, donc toi, tu as rencontré Voyer pendant ta formation? Oui, en fait... Toi, c'est un bac en chimie. Chimie générale, oui. Donc, j'ai pas fait de spécialisation comme par exemple... j'aurais pu faire chimie des matériaux, chimie de l'environnement. Je fais de la formation générale. Et dans le cours, en 2014, cours de communication pour scientifiques, il y avait une présentation à ce moment-là qui était faite par Jean-Daniel Doucet, OK. qui lui faisait de la vulgarisation scientifique et chapeautait justement le projet. En fait, c'était Vicky qui était venue principalement à ce moment-là, qui chapeautait le projet aussi. Là. Donc, les deux étaient dans le même emploi. Et j'ai été engagé à ce moment-là. J'ai trouvé que c'était quelque chose de passionnant, que c'était de la science, c'était aussi de la vulgarisation scientifique, c'était des enfants, c'était vraiment ce qui m'intéressait. J'y suis plongé à fond et j'y suis toujours. Puis la relation avec les enfants, comment... C'est des enfants de quel âge? Ça varie. Comme jeudi, je vais dans une école où est-ce que je vais avoir des élèves de maternelle jusqu'à 6e année. OK. Mais ils ont été obligés de nous convaincre pour y aller, parce que généralement, notre créneau, c'est plus dernier cycle du primaire jusqu'à secondaire 5. Ouais. Parce que enseigner à des enfants, là, c'est pas comme enseigner à l'université. Là. Non, c'est très différent. Ça ressemble à quoi? C'est quoi les trucs que vous avez pour... J'ai beaucoup animé dans les camps de vacances, dans les camps de jour aussi. OK. Et étant donné que c'est des animations scientifiques, c'est ludique, on est là pour susciter l'intérêt, allumer une petite flamme chez eux. Donc, on est là simplement 1 heure. On est avec eux autres, on utilise beaucoup de techniques d'animation qui sont très semblables, là, tout en intégrant les sciences pour qu'il y ait simplement un moment de succès en sciences, un moment où est-ce que ça a été intéressant, ça a été passionnant, et ils peuvent se visualiser en tant que scientifiques. Donc, juste fournir ça en les amusant, ça fonctionne. Donc, le contenu est Puis le pour les contenu, très, très jeunes, mais c'est vulgarisation scientifique surtout axée sur la chimie. définitivement axé sur la chimie. Ouais. C'est quoi le genre d'atelier que vous donnez? Ouais, on a un qui sort le plus. C'est lui que je vais faire jeudi. Là. Moi, je l'adore. Ah ouais? C'est la chimie, on en mange. La chimie, on en mange. Donc, vous faites manger, vous faites de la cuisine. Là. On fait tout ce qu'ils peuvent pas faire d'habitude. Ils vont toucher leur expérience, ils vont manger. Ils vont manger, ils vont tout faire ça. Mais au final, c'est pour leur montrer que la science, il y en a. La chimie, il y en a partout. Ouais, Ils sont des scientifiques, en fait. Ils font du jello, il y a plein de chimie là-dedans, mais ils le savent pas. Puis faites-vous la différence entre... Parce que des fois, des fois, la vulgarisation, je trouve qu'il y a... Il y a un aspect... Des fois, entre un tour de magie puis un atelier de vulgarisation, des fois, je trouve que ça se ressemble. Oui, comme, définitivement. Le but, c'est... Oui, je comprends que le but, c'est d'étonner, puis il faut que ça soit spectaculaire, mais à la fin, il faut leur transmettre les principes de la science qui est plutôt... ben là, je t'ai fait exploser quelque chose. Es-tu capable de me faire une hypothèse, par exemple, pourquoi ça a levé aussi haut? Est-ce que la méthode est tranquillement enseignée ou c'est juste... Définitivement, oui. On veut qu'ils soient en mesure de se visualiser en tant que scientifique. Ouais. On va surtout, comme dans la chimie, on en mange, essayer de développer leur manière de réfléchir. Donc, la cuisine, ils en font constamment, mais ils ne voient pas la science derrière. Donc là, on va l'expliciter. Okay. Comme on fait du caviar moléculaire dans cette animation-là. Du caviar moléculaire. Ouais. Donc, c'est quoi du caviar? Ben, c'est des œufs de poisson d'esturgeon. Bon, c'est pas mal ça. Donc, c'est quoi? C'est des petites billes rondes avec une saveur. OK. Donc, on a... Et c'est gélatineux. Donc c'est là, vrai. on a 3 aspects. Et là, moi, je leur demande comment on fait pour obtenir chacun de ces aspects-là. OK. Donc là, on va y réfléchir. Gélatineux, on sait comment faire du jello. Ah, première étape, on fait ça. Donc, c'est quoi du jello? On l'explique. Après ça, on leur dit, c'est quoi la deuxième étape? Ça va être une saveur. À l'intérieur, on peut choisir. Moi, je l'ai fait au vinaigre balsamique et au sirop d'érable. Ah, on a de saveur. Mais ensuite, on n'a pas de bille. Donc là, on explique comment faire une bille. Au final, en appliquant notre méthode scientifique sur chacun des détails, on obtient notre résultat. Fait que c'est ça qu'on a. C'est un exemple des choses qu'on peut montrer. Ouais. Puis c'est des étudiants, tu me disais, entre 6e année, secondaire, 5 à peu près. Puis la semaine prochaine, un atelier avec des petits bouts de chou. Exactement. C'est jeudi cette semaine, en fait, qu'on va être des petits bouts de chou. Sinon, la semaine prochaine, ça va être plus des écoles dans le coin de Québec. Ce sont des écoles secondaires. Toujours étonné de voir la différence. Mon frère, lui, enseigne justement au secondaire.
moi, j'enseigne à l'université, puis c'est tellement pas la même approche à l'université. Je comprends Non, non, qu'il non. bon, faut faire un peu d'entertaining, là, mais en même temps, ils sont là pour apprendre, ils le savent, ils sont motivés, sont là, sont présents, puis si tu es le moindrement bon et généreux, ils vont te le redonner. Secondaire, là, c'est très ingrat. Ouais, Là. Ils ouais, ouais, regardent ouais. le prof, là, puis je ne sais pas si ça se passe comme ça dans les ateliers de vulgarisation, mais lui, il dit, tu sais, même quand tu fais une joke, là, il se force pour pas la rire. Là, Ah parce ouais. que de quoi qui aurait l'air, c'est. Alors que moi, tu sais, je fais une joke, même une mauvaise, c'est des personnes qui me font un sourire, genre lâche pas, lâche pas. Lui, c'est le contraire. Donc, tu ressens ça dans les ateliers aussi? Ben, on essaie justement de contrer cet effet de groupe-là directement au début en faisant une animation qui va être brise-glace. Donc souvent, comme dans la chimie, on en mange, ce qu'on va faire, c'est on va faire du fromage. On dit, ça vient d'où du fromage? Comment on en fait? Ah oui. Et là, on le fait prendre du lait, du vinaigre, on fait précipiter, on obtient notre pâte. Et là, tout ça, on le fait faire par quelqu'un à l'avant. Mais là, si on prend la bonne personne, ça va vraiment changer le groupe. Donc, on peut prendre la personne qui lève tout le temps sa main en arrière, poser des questions, que tu vois que c'est un leader dans le groupe. On va le chercher. C'est lui qui est à l'avant. Et là, il y a une pâte étrange, chaude, bizarre. On dit, est-ce que tu es game de manger? Es-tu capable? Ah ouais, Et là, c'est bon. Là. si lui il embarque, il fait un visage, la classe au complet embarque. Mhm. Après ça, on a le tapis est bien placé, on y va. C'est bon. Dans le cours maintenant, je fais quelque chose qui ressemble à ça. Là, je me rends compte qu'on a des techniques similaires. Maintenant, il y a des études de cas. Avant, je les lisais. Puis là, maintenant, j'ai créé des personnages. Puis souvent, je prends 2 étudiants, puis je les fais venir en avant. Ouais. Puis là, je ne sais pas si je le faisais à l'époque, mais là, 2 étudiants motivés là, qui incarnent les 2 personnages. Puis ça, c'est un succès à tout coup. Tu as les étudiants là, qui ont le grand sourire, puis sont contents de rire du gars qui est en avant. Puis, donc ça fonctionne. Là. Ça fonctionne toujours. Tu t'étais conçu à quoi ça... Parce que même quand tu te disais là, que tu voulais faire de la vulgarisation, Ouais. puis de l'enseignement, t'as-tu eu des surprises? Parce que des fois, les attentes sont élevées, mais est-ce que tu as vu une différence entre c'est quoi concrètement, réellement, faire ce que tu fais, puis ce à quoi tu t'attendais? Définitivement. C'est quoi les grandes surprises positives et les déceptions, peut-être? Surprise positive, des choses que je trouve vraiment intéressantes, c'est de travailler en équipe. Même si je suis dans un emploi en ce moment où est-ce que je suis professionnel de recherche et en fait, je suis chargé de projet, mais mon titre, c'est professionnel de recherche. Je suis dans l'université, dans mon bureau, je travaille seul. Au final, quand j'ai à développer des ateliers ou des manipulations, c'est de voir tous les gens autour qu'on peut aller poser. On peut aller leur demander est-ce que vous êtes capable de faire ça? Et c'est fou une université. Là. On est capable d'aller faire n'importe quoi là, à date. Je me demande de faire un projet complètement éclaté. Ils vont me dire quelqu'un à la mécanique est capable de le faire, quelqu'un à l'électronique va te faire ça. C'est vrai. Il y a un professeur d'un autre département qui va te faire ça. Et j'arrive avec un produit fini qui a l'air professionnel. J'ai l'air de l'avoir acheté. Au final, C'est vrai. c'est des personnes qui collaborent ensemble. Ça m'a Ça t'avait surpris, agréablement agréablement surpris, en effet. Puis désagréablement surpris depuis que tu fais ce genre de travail-là. Désagréablement surpris des choses que je ne m'attendais pas, c'est aussi qu'au final, on se dit je vais faire la vulgarisation scientifique. Je vais aller dans les écoles, je vais faire des ateliers. Mais au final, il y a plein d'autres tâches qui sont liées à ça. Il y a plein d'autres choses et au final qui prennent beaucoup de temps, qu'il faut considérer, il faut bien les faire. Et il faut avoir Comme la quoi? forme. Comme par exemple, moi, je dois faire l'administration, je dois faire la gestion de personnel, la communication, les pages Facebook, toutes ces choses-là. C'est super intéressant, mais à la fin d'une formation en chimie, c'est clair et net qu'on n'a pas été abordé tous ces sujets-là. Fait que c'est l'immensité de ce qu'on peut aller chercher ensuite que je fais OK. C'est malade le comme fun, mais c'est quand même aussi un défi à les relever. Je ne sais pas si c'est vrai dans toutes les professions, mais j'ai l'impression qu'on fait tellement des affaires pour lesquelles on n'a pas été formé. Tu sais, comme moi, là, ouais, c'est clair. Moi, j'enseigne à l'université, mais il n'y a jamais quelqu'un qui me donnait un cours de pédagogie. Il a fallu que j'aille m'en chercher. Là. Ouais. Quand tu es chercheur, par exemple, tu gères des ressources humaines, des étudiants, tu gères des budgets. Ouais. Alors que ta grosse formation, c'est lire des textes, puis rédiger une thèse, puis faire du
faire un peu de manip dans ton laboratoire, tu n'es vraiment pas prêt pour ça. Non, Je sais faire pas. des budgets, des demandes de subventions, ouais, j'avais Mais pas j'imagine que fait c'est ça ça avant. dans à peu près toutes Ouais. les professions. Tu arrives, puis tout à coup, tu te rends compte que tu fais plein de tâches pour lesquelles tu n'es pas. C'est peut-être de là que ça vient le sentiment de l'imposteur. Là. Tu fais tellement des affaires que tu n'étais pas préparé pour ça. Ouais. Bon, j'imagine qu'on finit par. Mais on apprend à apprendre. On apprend à faire des documents, à suivre des barèmes et à donner quelque chose dans plein de domaines. Fait qu'au final, on est capable de le faire, mais c'est quand même que là, c'est plus ouvert qu'on arrive sur le monde du travail. Donc, c'est différent. C'est vrai. Clairement. Puis, puis bon, là, peut-être on pourrait sauter dans le cœur de notre sujet. On parle faut parler d'éthique un peu. Hein? Sinon, qu'est-ce que je ferais là? T'as-tu rencontré je sais pas, des histoires, des anecdotes? Y a-tu des liens que tu peux tisser entre le cours, les termes qu'on voit? Ça se peut-tu ou Ah, on bien était sûr, dans bien le champ à sûr. Ah non. l'université? Ben justement, je vais vous mettre en contexte un peu. Un de nos derniers projets chez Attraction Chimique, c'était de créer le plus grand tableau périodique au monde. Donc, Comment qu'on fait ça? c'est une bonne question. C'est une bonne idée entre quelques personnes qui disent c'est le 150e du tableau périodique. C'est une belle année, ça. On va essayer de créer un événement pour fêter ça. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui sort de l'ordinaire, Ben qui est oui. hors du commun? Le plus grand tableau périodique au monde. Donc, Excellente idée. Puis, qui conçoit ça? Comment ça marche? finalement, c'est moi. C'est vrai? Ouais, c'est moi qui va chapeauter le projet. Mais au final, Puis comment vous allez sera faire une ça? collaboration. C'est plein de choses à penser. Ça a l'air simple au début. Non, ça n'a pas l'air simple. Plusieurs Le plus personnes. gros, à date, le plus gros, il ressemble à quoi? Euh, Si on veut être le plus gros, j'imagine qu'il y en a un qui existe. oui, il y avait des tentatives qui ont été faites, mais si on parle à l'heure actuelle, le plus gros qui a jamais été fait, même en peu importe c'est quoi la surface sur laquelle il a été fait, c'est de la grosseur de 3 terrains de football. Donc, il faut battre un tableau périodique plus gros que 3 terrains de football. En fait, il a été fait après le nôtre. Celui-là, celui qu'on essayait de battre, nous, c'est lui de l'université de Grand Valley State University, que eux étaient un petit peu plus gros qu'un terrain de soccer. C'était un terrain de football, mais américain. Donc, nous, on voulait le faire du terrain de football canadien. Ah oui, en plus, il y Ouais. aurait le patriote là, qui se manifeste. Là. Ouais. Ben oui, bonne idée. Mais là, donc, on est rendu à. Ben, faudrait le faire sur une belle surface carrée. Là, 4 terrains de soccer, là, j'imagine. Là. C'est dur à trouver, ça. 4 terrains côte à côte. Ouais, ils sont souvent bout à bout. Mais on doit déplacer les écoles, déplacer les bénévoles de l'Université Laval. On doit déplacer aussi le papier pour faire ça. Parce que nous, moi, je voulais pas le faire avec par exemple, l'université qui ont fait sur 3 terrains de football, ils l'ont fait en plastique. Fait que ça fait 15 km² de plastique. De plastique. Ouais, C'est énorme. C'est trendy de faire ça polluant comme ça en ce moment. Donc, nous, justement, on était en collaboration avec l'Université Laval pour essayer d'aller, même le développement durable, pour essayer d'aller chercher un matériau qui pourrait être intéressant. Et sur quoi on a arrêté, notre choix, c'est du papier craft. Okay. Donc, du papier recyclé. Justement, c'est 1,6 kg, plutôt 1,6 tonnes de papier que j'ai été chercher à Berthierville avec un camion de 16 pieds. Donc, j'ai été conduire ça pour le rapporter à l'Université Laval pour pouvoir faire... C'est bien pété. Oui, mais là, à quoi ça va ressembler? C'est que vous... c'est juste visuellement, dans le fond. Vous ne mettez pas une tonne de potassium à quelque part, puis une tonne de... Non. Okay. Non, c'est ça. Donc, c'est les représentations du tableau périodique. Okay. Donc, chacune des cases va avoir en fait, sont faites, ces cases-là. Voyons donc. Oui, ont toutes été effectuées. Notre record était supposé d'être le 17 ou le 24 octobre, mais la température ne le permettait pas. Fait que ça va attendre au printemps. C'est ça. Il n'y a rien à l'intérieur qu'on a trouvé dans la région de Québec qui nous permettait de le faire. Être aussi grand comme surface. Puis la surface, c'est laquelle que vous avez trouvée? La surface, nous, on va le faire sur le terrain de football. De l'Université Laval? Exactement, oui. Ça permet d'avoir des élèves, ça permet d'avoir un encadrement et une belle visibilité pour l'université aussi. Là. J'ai hâte de voir ça. Ça va être gros. Ça va être big, certain. Puis tu me disais que tu avais des liens avec le cours, éthique, tout ça. Oui, définitivement. On est parti sur le long avec cette introduction-là. Ben oui, c'est pas grave. Une belle parenthèse. Oui. Donc, justement, à la fin, moi, je voulais le faire certifier par l'organisme Guinness. Donc, pour être
officiellement le record du monde. OK. Donc là, on doit faire des démarches avec eux. Donc, on doit leur dire, OK, je vais avoir un des juges. OK. Donc, ça me prend des personnes officielles qui viennent regarder le record et qui me disent, OK, il a été fait selon les règles de l'art, il n'y a pas eu de contrefaçon ou quoi que ce soit. Ça me prend aussi des gens qui vont mesurer. Donc, des professionnels qui vont mesurer, qui vont donner leur saut professionnel à OK. notre record, donc les dimensions exactes. Et c'est ces deux personnes-là dans lesquelles j'ai été confronté à des conflits d'intérêts. Donc, Guinness va définir justement c'est quoi un conflit d'intérêts pour eux. Et nous, au départ, notre première impression, c'était que si on veut le faire mesurer, ben, on a besoin d'avoir des arpenteurs géomètres. La première étape, on a essayé de chercher les arpenteurs géomètres de l'université. Ben, bonne idée. C'est une bonne idée, sauf qu'ils ont quelque chose à gagner. Donc, c'est selon les définitions de... Ah, eux autres, ils disent qu'ils sont en conflit d'intérêts Il y a une parce que... perception de conflit d'intérêts, donc étant donné qu'ils ne peuvent pas être... Ben, ils ne pouvaient pas être présents, eux, on ne pouvait pas choisir ces personnes-là, en fait. Puis on ne pourrait pas prendre un arpenteur géomètre qui n'est pas à l'Université Laval? Oui, c'est ça qu'on a fait, en fait. OK, c'est ça. Donc, c'est simplement parce qu'il y avait une personne qui devait faire le jugement sur la grandeur, puis il devait pas avoir de perception de ce conflit d'intérêt. Puis pour vous, est-ce que c'était juste comme évaluation de conflit d'intérêt? Est-ce que ça a été bien reçu? Ça a ou... été très bien reçu, en fait. C'est sûr qu'il n'y avait pas un conflit d'intérêt parce qu'il aurait pu spécifier, par exemple, que la personne n'en avait rien à gagner, mais en tant qu'employé de l'Université Laval, ça fait quand même... le projet est quand même dans l'objectif de faire de la promotion des sciences, mais faire aussi de la promotion de l'université. C'est vrai. C'est intéressant, mais c'est vrai que c'est une vraie application du thème du conflit d'intérêt qu'on a vu. C'est-à-dire que tu demandes à un arpenteur d'exercer son jugement, puis tu veux pas que son jugement soit biaisé. Est-ce que le fait qu'il lui-même est à l'Université Laval, ça peut biaiser son jugement? Ben, moi, je pense qu'un petit peu. Un petit peu, c'est ça. C'est pas le plus gros. C'est surtout le fait que, par exemple, que Guinness, s'il décide qu'il refuse, ben, il refuse et c'est terminé le projet. Donc, ça impliquait 2000 personnes qui avaient fait des cases. Donc, on voulait absolument éviter. Donc, il y avait qu'il le refuse. Il y avait une apparence, donc on voulait que s'il y ait quoi que ce soit... Pour être sûr et certain que ce ne soit pas éventuellement refusé puis pénaliser toutes ces belles personnes qui ont participé. On ne prend pas de chance, on dit effectivement il y a un conflit d'intérêt, puis la solution, on tasse un arpenteur qui lui avait le conflit d'intérêt, puis on en met un autre qui n'en a pas. C'est ça, on a été en chercher un autre qui n'en avait pas. Mais à ce moment-là, lorsqu'on va en chercher un, la personne est très partante pour participer, elle y va. Et ensuite, elle dit, parfait, c'est une belle occasion pour moi pour faire une démonstration des drones, en fait. Donc, leur objectif, eux, ils participaient avec nous, mais ils utilisaient cette occasion-là pour filmer, puis ensuite faire la promotion de leur drone, qui est les seuls qui ont cette technologie-là au Canada ou même dans la région, en fait. Donc, c'est une technique d'arpentage géomètre, GPS, drone en même temps. Oui, exactement. C'est bien malade, ça. Oui, c'est vraiment intéressant. Il y avait 3 techniques pour évaluer la dimension de notre tableau périodique. Et une, c'était un drone. Il allait utiliser... il disait justement que chacune des personnes qui fait ces vidéos-là, c'est la même chose, en fait, sur le lieu de travail. Ils vont visiter une carrière. Ils vont faire... Ben oui. Et, ben... Tu lèves le drone. C'est ça. Eux, ils ont une occasion de faire quelque chose de totalement différent. Puis se faire de la publicité avec ça aussi. Là, en effet. C'est un projet d'envergure, puis c'est important d'avoir des bonnes mesures pour des raisons un peu ludiques, mais quand même, c'est intéressant. Donc, encore une fois, on avait... OK, ben, il fallait éviter aussi quand on faisait la publicité. Donc, nous, on avait monté des événements de publicité, on avait plein de commanditaires et tout, mais on voulait quand même souligner leur participation. Puis à travers ça, ben, si on veut garder le fait qu'eux sont indépendants, parce qu'ils devaient être indépendants du projet pour être en tant que juge. On ne pouvait pas les dire qu'ils sont commanditaires, même s'ils sont là. Donc, à chaque fois, on devait prendre en compte ces choses-là dans notre publicité. Là. Très intéressant. Beau lien avec le cours. Un beau lien sur le conflit d'intérêt. Je l'enseigne encore, le conflit d'intérêt. C'était peut-être la première année, en 2015, que je le donnais. Ah oui? Oui. Puis je l'avais mis en place justement parce que toutes les fois, je jasais avec des gens qui pratiquaient. Peu importe, là, ça revenait tout le temps. Conflit d'intérêt, les petits cadeaux, les problèmes. J'étais en conflit d'intérêt, apparence de conflit d'intérêt. Ben non, je ne suis pas en conflit d'intérêt. Oui, non, puis là, ça se chicane. Donc, j'avais toutes sortes de problèmes. Quand je discutais avec des amis ingénieurs sur l'heure du souper, c'était toujours quelque chose qui revenait.
Puis je me suis dit, bon, ben, On va le on va, démontrer. on va prendre le temps d'abord de l'étudier. Je me suis mis à faire des recherches sur ce thème-là, voir s'il y avait des textes sérieux qui en parlaient, puis effectivement, il y en avait. Puis tranquillement, à donner quelques notions. Puis je suis content de voir que ça a porté ses fruits. Puis c'est pas... tu sais, on le voit bien, là, c'est pas compliqué un conflit d'intérêts. Une fois que tu as reconnu qu'il y a un conflit d'intérêts, tu le gères, puis ça s'est géré facilement. Là. Très facilement, en fait. C'était simplement le fait qu'on doit considérer, on doit voir, selon leurs règles, il doit être indépendant, donc on doit le prendre en compte. Et ensuite, sachant ça, eux ils ont juste dit, on va signer un contrat de désintéressement. Donc, on n'a rien à gagner de ça. Et on va le démontrer, puis ensuite, on va pouvoir vous le remettre. Ça va être parfait. Très intéressant. Puis, est-ce que tu as d'autres... parce que on va dire les choses. Là, avant de se rencontrer, je t'avais dit, essaie de voir si tu ne vois pas des liens avec le cours, puis le contenu de cours, puis tes expériences personnelles. Puis, t'as-tu révisé l'ENA? Est-ce que tu as encore accès à l'ENA? Oui, j'ai Comment encore t'es allé accès. J'ai voir? été voir un petit peu. J'ai été voir justement ça, les conflits d'intérêts. Faudrait que j'aille voir à quoi il ressemblait l'ENA en 2015. En tout cas, ça a progressé, disons. Oui. Probablement, j'ai vu une des présentations qui était nouvelle, en fait. Là, qui était, Ah ouais? Ouais. OK. C'était, je pense que c'est le cours 2 que j'ai été regardé particulièrement là, OK. pour les notions. Mais dans le même, ça m'a fait penser aussi à travers ça, les conflits d'intérêts, ça m'a fait penser plutôt qu'il y avait d'autres personnes à travers ça, comme les juges qu'on essayait de voir Ouais. s'ils pouvaient participer. Mais il y en a plusieurs qui, ça devait être des professionnels. Ça devait être ou bien des avocats, Ah oui? ou bien des comptables, donc des gens qui sont régis par un ordre professionnel. C'est vrai. On devait absolument en avoir une certaine quantité. Ça vient souvent, ça, c'est vrai, j'avais jamais pensé à ça. C'est-à-dire que même quand on veut avoir un passeport, je ne sais pas si maintenant c'est encore obligatoire, mais je me rappelle qu'à l'époque, il fallait que tu le fasses signer par quelqu'un qui faisait partie d'un ordre professionnel. Ouais. Donc, il y a toujours cette idée-là que quand on veut vraiment être certain d'avoir un jugement fiable, désintéressé, on fait affaire avec des gens qui font partie d'un ordre professionnel. C'est sûr qu'on a les classiques, là, avocat, juriste, puis tout ça. Là. Mais je me rappelle qu'ingénieur, tu pouvais signer sur une demande de passeport. Ah ouais? Intéressant, oui. C'était la même chose. Pour être juge, ça devait être parmi ces professions-là. Donc, on était d'en chercher plusieurs. Puis, il y a certaines personnes qui me disaient justement, j'ai eu des refus. Là. En fait, notre entreprise a plusieurs contrats avec l'Université Laval. Donc, malheureusement, je refuse de venir juger parce que je constate qu'il y aurait une apparence de conflit d'intérêt. On a été obligé de laisser passer pour certaines personnes. Excellent, c'est vraiment... je ne savais pas que ça pouvait prendre cette forme-là, surtout dans le cadre de... J'en reviens pas ton histoire de... Au printemps, hein? On va surveiller ça. Oui. Ici même au PEPS, un giga, méga tableau périodique. J'ai bien hâte de voir ça. Ah, puis, t'as-tu rencontré, tu te rappelles, dans le cours, on faisait des TP, on se créait un problème d'éthique, on essayait de le résoudre. T'as-tu rencontré à part le conflit d'intérêts, est-ce que tu as rencontré à date là, depuis 5 ans? Des choses que j'ai surtout appliquées, par exemple, c'est justement dans ce projet-là, c'est un grand projet et on avait plein de gens qui étaient impliqués. Et à un certain moment, on devait prendre une décision si on repoussait ou on ne repoussait pas la date en fonction de la température. Okay. Parce que nous, on ne pouvait pas le faire, là, ce qui mouille ou que des grands vents. C'est sûr. Parce que c'est des grandes feuilles de papier au sol. Ben oui. Ça part au vent tout de suite. Et là, on était vraiment dans un groupe, comment la décision va se prendre. J'avais repensé encore une fois à Challenger. C'est vrai, je faisais ça à l'époque. Oui, je pense. Donc, justement, là, on avait plein de jeunes impliqués. On avait une subvention qui venait à terme, qui vient à terme justement en décembre. Puis la subvention, on indique qu'on va faire ce projet-là, qu'on va le dévoiler. Donc là, on a quelque chose à faire, mais malheureusement, on a le risque qu'il ne fasse pas beau, qu'on brise absolument tout. Donc là, on était tout le comité ensemble à 5 heures le soir et on doit prendre notre décision. Vous étiez combien autour de la table? On était 5. 5? On était 5 autour de la table et on doit prendre une décision rapidement parce qu'on doit annoncer à une école, à 2 écoles en fait, une école de Chandler en Gaspésie, une autre école du Nouveau-Brunswick, qui eux descendent. Ben voyons donc. Ils descendent une journée d'avance. Donc là, on doit prendre la décision rapidement parce qu'il faut qu'ils annulent leur hôtel, eux. C'est vrai. Comment on fait ça? Qu'est-ce qu'on prend en compte? Ça devait graffiner à 5. Est-ce qu'il y avait des opinions contradictoires? Ou... Définitivement. Il y a plein de gens qui voulaient
tourner la page. C'est sûr, on veut que ça fonctionne. On veut passer le budget pour ça. On veut finaliser. On veut que les gens soient contents et que ça soit publié. Mais en même temps, il y a au-dessus de 2000 personnes qui ont pris du temps. Là. Chacune des cases, c'est minimum 3 heures à faire. C'est sûr. Donc, on ne veut pas briser leur projet. Et là, on avait, c'est quoi le risque? C'est quoi le risque C'est quoi le risque qu'on les brise? Est-ce que le risque vaut la peine? On était tous dans cette décision. C'est quoi les arguments qui vous ont fait pencher d'un côté? Nous, on a été obligés de repousser. On a pris cette décision-là parce que définitivement, on jugeait que ce qui était le plus important, c'était pas nécessairement la date quand ça allait être fait, c'était de valoriser le travail des étudiants. C'est sûr. Et qu'au final, on est revenu à la base du projet, qui est simplement un projet de vulgarisation scientifique, d'allumer les élèves, de leur montrer qu'en groupe, on peut accomplir quelque chose de grand. Au final, peu importe la date, si on le finit par l'Assemblée, on va réussir. Oui, c'est ça. Même si on s'est... Donc l'urgence, dans le fond, n'en était pas vraiment une. N'en était pas autant une que ce qu'on pouvait percevoir à ce moment précis-là, parce que ça fait des mois qu'on travaille là-dessus. Puis là, tu te dis, voyons, ça se fait, puis si on le fait pas, on le fera jamais. Puis il y a quelqu'un autour de la table qui dit, non, on le fera pas, mais on va le faire plus tard. C'est pas jamais, nécessairement. Là. Non, c'est ça. Ça a été cette personne-là qui a été calme, qui a réussi à rétablir la base, rétablir qu'est-ce qui s'est passé. C'est qui cette personne-là? C'est Mathieu Lamarre. Ah ouais? C'est lui qui a réussi à... Oui, il était très calme. C'est un étudiant qu'on avait pris à travers le projet qui a réussi à convaincre les autres, on se calme, puis on va le faire un peu plus tard, puis on va le faire. Oui, c'est ça. Donc lui, il a travaillé tout au long du projet avec nous. Il est impliqué dans plein de projets à l'Université Laval, principalement au département de chimie, dans des associations. Donc, il est habitué de prendre des rencontres comme ça, de faire des rencontres, prendre des décisions. Où ça peut grogner, puis... Oui, ça peut justement avoir des conflits et tout ça. Et finalement, il a réussi à bien éclairer, à remettre la décision sur des bases qui étaient louables. Plus raisonnable que paniquer avec le sentiment d'urgence. Tu faisais référence à Challenger, je ne le donne plus, cet exemple-là en classe. Ah non? Bien, parce qu'il était, puis peut-être pour mes nouveaux étudiants qui écouteraient cet enregistrement-là, à l'époque, j'ai changé. C'est-à-dire qu'à mon cours 1, j'avais la même stratégie, c'est-à-dire que je faisais vivre à mes étudiants un espèce de dilemme éthique qui avait l'air inventé par le prof. Puis à la fin, dans votre cas, c'était Challenger, c'est-à-dire que je leur faisais vivre un peu ce qui s'était passé avant le lancement de la navette. Puis je leur demandais ce qu'ils en pensaient, puis qu'est-ce qu'on fait. Puis à la fin, je disais, OK, on va lancer la navette, puis on va regarder ce qui arrive. Puis là, mes étudiants étaient souvent là, pantois, ils regardaient l'écran. Ouais, c'est sûr que nous autres, on a dit que c'était une bonne idée d'envoyer la navette. Fait que ça faisait son effet en classe, qui était intéressant pour moi, là, pour aller chercher l'attention de mes étudiants. Puis après ça, chercher leur sympathie, parce qu'après ça, tu veux passer la session avec eux. Puis ça fonctionnait très bien, même, je dirais. Mais je trouvais que ça plaçait un peu l'éthique. C'est-à-dire qu'un des messages que je leur transmettais indirectement, c'est que l'éthique, c'est des cas spectaculaires, ou l'éthique, c'est des cas rares. Puis faut être là, il faut faire attention à ces situations rarissimes où on peut faire exploser des gens. Puis, il y avait ça qui se cachait, puis ça paraissait même quand je demandais à mes étudiants de m'inventer un problème éthique. Il y avait tendance à eux aussi aller dans le spectaculaire, le grandiose, tout ce qui était intellectuellement super stimulant, mais un peu loin de la réalité. OK. Fait que là, maintenant, je sais, c'est la même stratégie, là, mais c'est un peu plus concret, c'est-à-dire que je fais exactement la même chose. Je leur fais débattre d'un problème réel. Je leur dis que c'est réel, puis eux autres, ils pensent que c'est moi qui l'ai inventé. Puis là, c'est une histoire où c'est une jeune qui travaille dans l'industrie du génie, puis qui se rend compte qu'autour d'elle, il y a des petits cadeaux qui s'échangent, puis même des liasses, des billets d'argent qui circulent. Puis elle rentre des chiffres, elle s'occupe des bons de livraison, puis elle rentre des chiffres, puis elle se rend compte que ces chiffres sont changés dans le logiciel de saisie. Puis elle pose des questions, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit « arrête de poser des questions », puis elle pose encore des questions. Fait que finalement, il lui donne un autre job. C'est ton collègue qui va... Donc, c'est quelque chose, là, tranquillement, je les rentre dans un problème que tu dis « Mon Dieu, c'est à braque, ça se peut pas. »
Ah, mais Puis, étape par étape, elle sort, là. étape par étape, puis à la fin, ben, je leur dis que non, c'est Karen Duhamel qui est. Puis là, je leur montre le témoignage de Karen Duhamel devant la commission Charbonneau, où là, ben là, c'est ça, c'est un petit peu plus concret, c'est-à-dire qu'elle, c'est une étudiante qui avait leur âge ou un peu plus vieille, là, mais elle a commencé à travailler en génie, puis elle s'est fait prendre dans un problème qui ressemblait à ça. Elle a eu de la difficulté plus tard à se trouver une job. Elle a été congédiée à l'époque. Donc, je le trouvais plus proche de la réalité là, que En le effet, en Challenger, effet. qui est très intéressant, là, mais qui était un peu plus spectaculaire, soit, là, mais qui Ouais, ouais, manquait un ouais. petit peu de concret. Puis, bon, mais... Dans cette même perspective-là, ouais, j'avais un ami qui, lui, était dans un cours en coopération internationale à la maîtrise OK. et il faisait quelque chose de très semblable sur la prise de décision. Oui, Donc, l'exercice, c'était un exercice de la NASA et moi, je l'ai même adapté, cette analyse-là, pour faire un atelier scientifique pour des jeunes dans un camp de vacances. OK. C'était, euh, on arrive, vous êtes des astronautes et vous vous êtes écrasés sur la Lune à 300 km de votre point de rencontre, donc de la OK. station. Maintenant, vous avez des objets, vous pouvez n'en apporter que 5 sur les 15 qui sont présents. OK. Et là, vous devez vous rendre là-bas. Quel En é- objet tu prends? Ouais, Quel objet vous prenez en équipe, allez-y. ouais, c'est intéressant, ça. Donc, moi, la perspective qui est intéressante avec la chimie là-dedans, ou la science en tant que telle, c'est que nos décisions doivent être éclairées et doivent être bien prises, mais la personne qui a l'expertise doit quand même convaincre les autres. Donc, par exemple, il y avait plein de choses comme des allumettes, c'est bon, une boussole, mais ça ne s'applique pas. Il n'y a pas de noyau ferreux à l'intérieur sur la Ah Lune. ouais, c'est vrai. Ça sert à Ça rien, sert à rien de ça boussole. sert à rien d'allumette. Mais là, il faut que Donc, tu on sois doit... capable de convaincre les autres avec des arguments rationnels et scientifiques Exactement. que non, vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, une boussole. Ça a besoin d'être ici, justement, pour que ça fonctionne. Ouais, ouais. Et puis, dans le camp de vacances, même si c'était les enfants, c'était dans le contexte plutôt... moi, je l'avais adapté pour de la survie en forêt. Donc, ils devaient faire ça. Puis, au final, c'était pour... Vous devez connaître votre milieu, vous devez vous préparer, vous devez penser de manière logique et même distinguer les problèmes de décision dans un groupe. Que même si la personne, c'est un leader qui va être capable d'aller convaincre, rejoindre les gens, ben, on doit se parer contre ça si nous, on le sait, c'est quoi la bonne réponse, on sait c'est qu'est-ce qu'on doit faire. Oui, c'est ça. C'est pas parce que c'est lui qui exerce un leadership que nécessairement il y a les connaissances, là. Non, pour le faire. Là. D'où l'importance des fois d'avoir des connaissances, puis de convaincre d'abord le leader, En effet, en effet. puis après ça, les autres vont le Ils vont suivre, là, suivre, c'est mais ça. des fois, c'en est une stratégie pour influencer le groupe. T'es pas capable de convaincre le groupe, essaie de convaincre le leader qui, lui, va convaincre Mhm. le groupe. C'est intéressant et il y a plusieurs aspects, là. Je ne sais pas si on en a parlé à l'époque dans le cours, mais maintenant, on parle des pressions d'autorité. Je me Ouais, on rappelle en pas. parlait, l'expérience de Milgram qui était dans le cours. C'est ça. Donc, pression d'autorité. Il y avait les pressions groupales ou pressions de groupe. Ouais. Donc, il y a plusieurs éléments là, qui reviennent dans ce que tu dis. Puis, c'était quoi les 5 bons objets? Hey, je m'en rappelle pas, mais je pense qu'il y avait. C'était pas une boussole, ça. En tout cas, on a Non, non, compris. non. Il y avait, je pense, une carte lunaire, donc carte des astres à ce moment-là, donc pour essayer de se Pour te diriger. replacer. Il y avait des bonbonnes d'oxygène, mais dans les Bonne bonbonnes idée. d'oxygène, ça disait comme de 50 kilos. Là, on est comme, je ne prendrais pas ça, c'est extrêmement lourd. Mais Ils en ne même considéraient temps. pas le poids sur la Lune. Ah, OK. Donc, même si la masse est de 50 kilos, le poids n'est pas pareil. Et l'oxygène, il y a des gens qui transportaient beaucoup de nourriture, mais qui se disaient au final, 300 km, c'est extrêmement long à faire. C'est vrai. Mais si je manque d'oxygène, J'ai beau avoir bien de j'ai la pas à bouffe. manger. Là, donc, des 300 distinctions comme ça. km, c'est d'ici. C'est d'ici à Montréal, là, un peu plus. Une bonne Là. marche. Là. C'est une bonne marche. Mais c'est sûr, si t'as pas d'oxygène, ça va être, Non, ça va être plus difficile. compliqué que même si t'as des belles petites sandwichs. Ouais. Mais dans le même perspective, là, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus en didactique des sciences, des choses comme ça. C'est vraiment d'apprendre les sciences par les controverses sociotechniques. Ah oui? Donc, qu'est-ce qui se passe dans la société, puis comment on peut interpréter les sciences à travers cette situation-là pour prendre une bonne décision. Et ça m'intéresse, justement. Je fais une présentation là-dessus il n'y a pas si longtemps. Là. Comme, Oui, c'est intéressant parce qu'il y en
il y en a quelques-unes, puis souvent, je dirais que les controverses, surtout les controverses scientifiques, on a plutôt tendance à essayer de se ranger d'un côté ou de l'autre, alors que c'est pas vraiment c'est pas ça habituellement l'approche scientifique. Là. Ouais. Donc, c'est ça, c'est de vraiment. En plus, les personnes, lorsqu'on leur présente, par exemple, une controverse, mais ça prend plein de pans des sciences. Donc, ça prend de l'interprétation, que ce soit des sciences. Par exemple, l'exemple que je donnais, c'est le projet GNL Québec. Ouais. Donc, du gaz liquéfié qui va se faire, qui va passer dans le haut de GNL, c'est quoi l'acronyme? C'est gaz naturel liquéfié. OK. Donc, c'est justement une usine de gaz naturel liquéfié au nord du Saguenay. Donc, après ça, des bateaux pourraient descendre le Saguenay Oui, puis ils voulaient passer des pipelines exactement. Dans le parc. Là. C'est exactement ça. Donc là, on a un impact social, on a un impact sur la biologie, on a des risques engendrés et on a donc plein d'expertise à aller mettre, à aller avancer, à aller chercher les gens pour aller faire ça. Mais au final, on doit prendre une décision sur qu'est-ce qu'on va faire. Donc, les étudiants, Tu leur demandes de prendre la meilleure décision possible, puis d'aller chercher les expertises, des explications, disons, pour prendre la meilleure décision. Donc, par exemple, ouais, on pourrait faire ça ou on pourrait dire, ben, vous allez investiguer une des choses. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer sur la chimie? Donc, aller vérifier une certaine information, puis aller indiquer qu'est-ce que vous ne connaissez pas. Donc, tout prendre les parties en compte, les valeurs qui sont associées au projet pour essayer de bien l'évaluer. Donc, vraiment appliquer les sciences et les sciences sociales tout en d'un seul coup. C'est une belle approche, puis surtout avec les... c'est ça, il me semble qu'il y en a plusieurs des controverses scientifiques, puis faudrait c'est ça, des fois, les jeunes, j'y trouve... en tout cas, j'en ai des jeunes, là, puis des jeunes adultes maintenant, là, mais je trouve souvent qu'ils sont mal outillés pour, quand il y a des controverses, on dirait que le réflexe, c'est plus de choisir un côté, puis d'essayer d'argumenter, alors que les controverses, s'ils sont controversés, il y a une raison. Là. C'est qu'il y a souvent... C'est ça, il y a souvent de bons arguments de part et d'autre. Il faut que tu les explores, puis tu fais le tri au pire, là, mais il faut au moins que tu explores les deux côtés de la médaille avant de prendre position. Peu importe même, en ce moment, là, c'est le réchauffement climatique. Je ne fais pas partie des climato-sceptiques, là, mais rapidement, dans la méthode scientifique, il y a l'idée d'accepter que peut-être que même le consensus, à ce moment, ça se peut qu'on se trompe. Là, donc, définitivement. Donc, il y a un consensus, il faut le défendre. Tant qu'on n'a pas mieux, il faut le défendre. Mais en même temps, un esprit scientifique doit dire peut-être que c'est possible que même le consensus, en ce moment, on se trompe. Se trompe, en effet. Bon, ça fait partie de l'apprentissage de c'est quoi aussi une pensée scientifique. Écoute, Alex, tu as fait ta formation ici à l'université. Donc, maintenant, tu as commencé à travailler un peu. Tu es capable de regarder un peu derrière toi à quoi tu ressemblais lorsque tu étais un étudiant en sciences et génie. Toi, c'est en chimie. As-tu des conseils que tu aimerais prodiguer à tes collègues et futurs collègues qui sont en train, peut-être inquiets même je vous trouve inquiet quand vous êtes... c'est impressionnant, on ne l'oublie pas. On l'oublie, je trouve, les professeurs, les étudiants sont à une époque charnière de leur vie. C'est comme s'ils jouaient leur avenir dans 3-4 ans. Puis, tu sais, les échecs, les problèmes, alors que tu l'as vu, là, c'est possible de s'en sortir. As-tu des conseils à leur donner à tes futurs collègues? J'étais là il n'y a pas si longtemps, donc je vais me garder un petit gêne pour les conseils, mais je vais dire quelque chose que j'ai remarqué à travers les animateurs, toutes les personnes que j'ai engagées il n'y a pas si longtemps ou avec lesquelles j'ai collaboré. Quelque chose que j'ai trouvé qui est sorti par rapport à toutes ces personnes-là. Ceux qui ont fait partie, par exemple, de groupes de projets, qui se sont impliqués dans leur milieu, des projets étudiants, que ce soit à la présidence d'une association étudiante, que ce comité soit... de party, exactement, n'importe quoi. Là. N'importe quoi. À travers ces projets-là,
on va avoir des choses qui ressemblent plus au milieu de travail, je trouve. Donc, une collaboration, il va y avoir aussi des gens de différents milieux, des différentes tâches. Et là, on va aller chercher des choses qu'on ne voit pas dans notre programme scolaire. Donc, vous allez faire des choses comme des budgets, vous allez appeler des gens que vous n'aviez jamais pensé devoir appeler, là, la sécurité pour un événement. Donc, c'est des choses que vous allez devoir faire. C'est des choses qui vont vous mettre hors de votre zone de confort. Au final, ça peut rapporter quand même. Ben oui, il faut en profiter. Il y en a qui font des courses, là, 6 cours par session, puis il faut que ça finisse vite. Moi, j'aime ça, l'université, c'est sûr, ça paraît, j'étais encore ici. Mais, tu sais, il faut en profiter justement pour se former, pas juste les cours. Ça fait 2 fois que je reçois un étudiant, puis à cette même question-là, l'étudiant me dit ça. S'impliquer pendant son parcours dans le reste, là. Les autres projets, la vie sociale, puis peu importe le projet, que ce soit un comité de party ou quelque chose de beaucoup plus sérieux, les projets de construction du canot de béton, puis tout ça, là, il y en a plein là, affectés en Cégénie. C'est vrai que, puis tu as raison de le rappeler, c'est des projets qui sont entiers, concrets. Là. C'est-à-dire que tu prends un projet, puis tu fais exactement ce que tu disais au début. Tu fais tout. La science, la communication, la gestion des décisions de programme, des voyages, puis ça t'apprend, il me semble. Oui, on apprend beaucoup. Et en plus, on va se développer un réseau de contacts qui va être unique, là, qui va être proche, qui va avoir des personnes dans justement différents domaines qu'on va pouvoir réutiliser plus tard et on ne sait jamais où est-ce que ça va nous mener, en fait. Là. C'est vrai, tu as bien raison de le rappeler. Puis de ton côté maintenant, c'est quoi qui t'attend? Là? Ça fait 5 ans maintenant, à partir du cours. Là, maintenant, tu as l'occasion d'enregistrer, parler à ton futur toi. Là. C'est quoi qui t'attend maintenant, Alex, là, Qu'est-ce dans qui les, m'attend? dans les 10 prochaines années? Essaye de me dire ça. C'est une excellente question. Qu'est-ce que tu veux faire? Idéalement, là. Es-tu capable de regarder devant et de te dire, dans 10 ans, là, honnêtement, j'aimerais ça être rendu à telle place ou peut-être, je sais pas, peut-être que tu te laisses aller avec le flow puis on verra. Là. Je pense qu'on surestime ce qu'on peut faire en 1 an puis on sous-estime ce qu'on peut faire en 10. Et je regarde ça quand je pense à ça. Puis qu'on me dit qu'est-ce que je faisais il y a 10 ans, j'aurais pas deviné ce que je fais en ce moment, mais dans 10 ans, c'est vraiment difficile à dire. Je suis dans un milieu, la vulgarisation scientifique, où est-ce que là, je suis comme un petit peu entre deux mondes. Je suis un petit peu enseignant aussi. Donc, je donne des cours le lundi, des cours d'université pour les adultes le soir. Okay. Et je fais la vulgarisation. Et là, je sais que je vais rester un petit peu entre les deux, mais je suis déchiré vers lequel monde je vais aller le plus ou le moins. Mais je sais que je vais toujours œuvrer dans les sciences, que je vais toujours pas être passionné, je vais vouloir la communiquer. Fait que ça va être clairement dans ce domaine-là, mais comment, je sais pas. J'ai hâte de voir. Donc, enseignement, vulgarisation, ça reste les voies là, qui t'intéressent là, pour les 10 prochaines années. Exactement. Les projets sur lesquels je vais me lancer, je le sais pas, ça va avec les communications, ça va avec les autres personnes. Là, je suis sur des projets que j'aurais jamais pensé il y a même 1 an quand j'étais dans cet emploi-là. Donc, j'ai appris à me dire que je vais laisser ça aller, je vais aller voir où est-ce que ça me mène. Je vais toujours choisir les projets qui m'intéressent le plus, puis je vais y aller par passion. Puis c'est comme ça que je vais réussir le mieux, puis que je vais m'amuser dans mon travail. Là. Ben, on va te souhaiter tout ça, Alex, réaliser les projets, t'amuser, continuer à faire des projets aussi ambitieux que ton fameux tableau périodique. Ben, merci, Alex, d'avoir partagé tout ça. J'espère que mes étudiants, je suis convaincu, vont aimer t'entendre ici à ce micro. Ça aurait été le fun de discuter encore 1 heure avec toi, mais on va mettre fin à l'enregistrement. Merci encore, Alex. Parfait. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est très gentil. C'est rien.